Donc, bienvenue à tous, à toutes et à tous du Liban, d'Italie, de la Belgique et de la France, avec votre troisième rendez-vous avec le Beirut Art Film Festival, qui, grâce au dynamisme et à l'énergie de sa fondatrice Alice Moravrab, continue malgré tout et nous propose des films inédits, choisis minutieusement avec des intervenants exceptionnels. Qui aurait dit que nous célébrerons la Journée internationale du théâtre hier, le 27 mars, avec une sortie au théâtre virtuel? Cette activité que nous faisions auparavant avec son rituel et tout ce qui vient avec, entre rencontres, applaudissements, rires et émotions, que l'on vivait collectivement et aujourd'hui que nous vivons différemment, mais avec autant de plaisir, je l'espère. Solidaire dans la culture, c'est ce message qu'Alice voudrait porter tous les jours et à chaque instant, en allant au-delà des frontières et des séparations. Le choix de cette soirée en partenariat avec l'Istituto Italiano di Cultura de Beyrouth, et c'est grâce au soutien et à l'engagement de sa directrice Monica Zecca que la soirée a pu avoir lieu. Donc c'est un choix qui est très bien réfléchi. Ce moment avec le Caravage que vous venez de vivre, avec une interprétation romanesque du grand acteur Cesare Capitani et avec une autre interprétation historique et pédagogique du généraliste de l'histoire de l'art, Vincent Cartuvels. Cette soirée donc qui ne fait que confirmer cette volonté de continuer, cette volonté de solidarité. Je voudrais saluer aussi parmi nous Karine Bienfait, directrice de jeunesse et arts plastiques, une association à but non lucratif établie au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles depuis plus de 60 ans, dont la vocation est la sensibilisation à l'histoire de l'art autant qu'à la diversité de l'art contemporain. Le JAP et le BAF ont déjà mis en place plusieurs projets pour 2021 et attendez donc les bonnes nouvelles de la part d'Alice et de Karine. Avant de continuer donc notre soirée, je voudrais juste rappeler quelques consignes techniques. Merci de mettre vos micros sur le mode mute ou silence si vous ne prenez pas la parole, bien sûr. Et pour vos questions, vous pouvez soit les inscrire dans le chat box et je me chargerai de les transmettre, ou encore, vous pouvez cliquer sur l'option « Lever la main » et poser la question directement quand la parole est à vous. Je vous encourage vivement à adopter cette méthode pour créer une meilleure interaction avec les intervenants, et l'option vidéo est vraiment aussi très encouragée pour créer cette convivialité dans les échanges et permettre aux intervenants de vous rencontrer. Je salue encore une fois Vincent Cartuvels et Cesare Capitani qui ont vécu le Caravage, chacun à sa façon, habité par ce peintre. Et c'est avec eux, ce soir, où ils seront en conversation, qu'ils vont nous présenter ce personnage, le cerner, et nous amener à connaître un peu plus son vrai portrait, celui du Caravaggio, l'homme, et celui du Caravaggio, le peintre. Vincent, qui préfère qu'on le présente en tant que généraliste de l'histoire de l'art et non pas en tant que spécialiste de la culture, à l'écouter, il nous ravit avec sa vivacité et son humanisme. Pédagogue, membre actif de l'association Culture et Démocratie, il enseigne entre autres à des élèves de milieux défavorisés et les initie à l'image. Cesare, en lui demandant comment il préfère qu'on le présente, répond qu'il se pose presque tous les jours cette question devant le miroir. Mais en le découvrant dans la captation scénique, il est incontestablement auteur, comédien, compositeur, joueur, conteur, bref, un artiste au vrai sens du terme. Ce soir, avec pour thème de notre discussion la sublimation de la violence chez le Caravage, Vincent, vous dites à un certain moment, il y a plus de têtes clouées sur le pont Saint-Ange que de melons au marché. Parlez-nous de la Rome du Caravage en 1600, ville coupe-gorge, dangereuse et meurtrière, comme vous le dites aussi. Et donc aussi, parlez-nous de ce langage visuel du Caravage et des techniques et des inventions plastiques utilisées dans sa peinture. Vincent? Oui, bien sûr.
Je vais vous présenter rapidement deux faces de la Rome de 1600. Une face lumineuse et une face sombre. La face lumineuse, c'est l'énorme chantier qui est là en route, et mis en route par les papes. Il faut se rappeler que fin 15e, Rome avait 40 000 habitants. La Rome antique en avait 1 million au moment des Césars. Donc c'était une toute petite ville qui était resserrée et toute la campagne envoisinante était jonchée de ruines qui étaient là, enfouies sous les terres depuis à peu près 1000 ans. Et les papes se sont mis évidemment comme objectif de redonner à cette ville un lustre qu'elle avait perdu, notamment à cause du départ à Avignon pendant le Moyen-Âge. Par exemple, Jules II, Michel-Ange, Raphaël, le pape Jules II principalement, est un des acteurs les plus puissants de cette Renaissance. En 1527, il y a le sac de Rome avec les troupes de Charles Quint notamment, et qui provoque un coup d'arrêt à cette magnificence. Avec le Concile de Trente et la contre-réforme, les papes reprennent cette volonté de construire, tracer, et notamment un des papes les plus actifs, c'est Sixte Quint, qui entre 1585 et 1590, c'est-à-dire Caravage arrive à Rome en 90, qui trace les grands axes dans une ville qui est extrêmement difficile à gérer à cause du terrain qui est fait de cette colline, vous le savez bien, mais aussi des soubassements romains qui sont là. Bref, c'est tracé. Mais ça, dans le cadre de la contre-réforme, et de la volonté de créer une espèce de théâtre ou d'opéra urbain, il y a le chantier d'innombrables églises dont chacune des façades pourrait être une espèce de moment d'arrêt pour les innombrables processions qui doivent circuler à travers cette ville sainte. Ça, c'est la face lumineuse, c'est-à-dire que quand nous allons à Rome, c'est ça qu'on voit. Par contre, la face sombre, eh bien, elle est décrite par les avisi, c'est-à-dire les petites gazettes manuscrites qui nous disent l'État pontifical est en proie à la confusion la plus totale. Les bandits sont maîtres du pays, ils tuent, pillent les courriers et dévastent les villes et les maisons. Ces bandits sont des proscrits politiques qui viennent de toute l'Italie, paysans ruinés par les mauvaises récoltes, moines en fuite, personnes issues d'autres couches marginales de la société. Et on dit qu'à certaines époques de ce moment-là, près de 27 000 brigands terrorisent l'État pontifical. Quand à propos de Caravage, on parle de la police pontificale, vous pensez bien que ce ne sont pas des agneaux. Il ne se passe pratiquement pas un jour, rapporte en 95 un ambassadeur vénitien qui est en mission à Rome, sans que l'on ne puisse voir des têtes apportées de l'extérieur ou des hommes exécutés au château Saint-Ange par groupe de 4, 6, 10, 20 ou même 30 d'un coup. On estime que depuis la mort de Sixte Quint, ça fait 5 ans à peu près, plus de 5000 personnes ont péri de mort violente jusqu'à ce jour dans l'État pontifical. Alors, condamnés à mort ou assassinés par des bandits. Et alors, je termine avec ceci qui nous rapproche du Caravage, la décollation, l'exécution réservée aux criminels de la noblesse, s'accompagnait d'un rituel macabre. On exposait publiquement au château Saint-Ange les têtes tranchées, posées sur un linge noir entre deux cierges. Et quand Beatrice Censi fut décapitée pour parricide en 1599, à l'âge de 22 ans, il est très probable que le Caravage se trouvait sur les lieux d'exécution. Un manuel de l'époque conseillait aux peintres d'accompagner les condamnés à mort sur le chemin de l'échafaud pour étudier le frémissement des paupières et la révulsion des yeux. Cette année-là, le Caravage était justement occupé à peindre sa Judith. Voilà la première approche concernant la face lumineuse et sombre de cette Rome du XVIIe. En ce qui concerne les nouveautés, je ne sais pas, je peux continuer. Au fond, je vais les énumérer comme ça en vrac. C'est incroyable de constater à quel point, encore au début du XIXe siècle, on considérait le Caravage comme un peintre mineur, comme une espèce de sous la tour. Et certains critiquaient encore sa vulgarité. Et maintenant, avec le recul, notamment avec un auteur qui s'appelle Roberto Longhi, on peut compter une dizaine de coups de force ou d'inventions qui ont modifié complètement l'histoire de l'art et qui ont fait sortir la peinture de cet en soi essentialiste de la Renaissance pour la faire basculer dans l'énergie du XVIIe siècle baroque. Je l'ai dit en rafale et puis on passera la parole, bien sûr.
c'est, et certains qui m'ont entendu le dire dans le petit film, l'invention de la nuit comme étant universelle et intemporelle, la lumière de Soupirail, la mise en scène, chaque fois revue comme un homme de cinéma, les sujets satiriques et profanes. Les Flamands l'avaient déjà fait, mais là, en Italie, ça n'avait jamais été fait. La spéculation sur l'acte de peintre, et on en reparlera peut-être avec Narcisse et avec Méduse, le fameux instant décisif si proche de la photojournalisme, le dessin immédiat sans préparation, une peinture qui est sonore, le cri dans la peinture, ou alors l'inverse, l'épaisseur du silence, et le fait de s'incruster soi-même à l'intérieur du drame pour y participer. Ça fait une dizaine de coups de force qui sont chacun repris plus tard parmi les innombrables caravagistes de l'Europe au XVIIe siècle. Merci, merci beaucoup de nous avoir remis dans ce contexte en fait historique, mais en même temps toute cette approche pédagogique que vous avez en fait continué après la capsule et en nous donnant en fait ces quelques techniques et nouvelles techniques utilisées par Caravaggio. Donc on reviendra sûrement tout à l'heure avec d'autres détails. Cesare, une question pour vous en fait à partir d'un roman, celui de Dominique Fernandez, vous avez réalisé seul, ou presque, sur scène, un monologue, un monodialogue. Pourquoi donc le Caravage et quels ont été les défis pour faire image à partir d'un texte qui parle d'un homme d'image sans montrer les images? Ouais. Alors, pourquoi Caravage? Déjà parce que je suis italien et je suis lombard comme lui, je viens de la Lombardie. Et c'est vrai qu'en Italie, Caravage est vraiment présent depuis quelques décennies, quasiment dans la vie de tous les jours. On peut le trouver sur les couvertures des cahiers pour l'école, dans les trousses d'école, comme ça. C'est vraiment très, très, très présent. Et, et je cherchais un personnage fort, connu par les Français aussi, et qui m'inspirait beaucoup. Et c'est vrai que Caravage, j'ai toujours aimé sa peinture, mais je ne connaissais pas trop sa vie. Et quand j'ai commencé à plonger un peu dans son histoire, dans cette violence dont Vincent parlait, qu'on voit dans ses tableaux, mais qui reflète quelque part sa vie, sa façon de concevoir l'existence, m'a plu. Un personnage avec plusieurs facettes, un personnage méchant ou quand même compliqué, tourmenté. Pour un comédien, c'est beaucoup plus intéressant que jouer quelqu'un voilà, sans ride, sans aspérité. Et donc, c'est ça qui m'a plu dans ce personnage. J'ai lu pas mal de textes. Au début, je pensais écrire complètement le texte tout seul et je ne trouvais pas le déclic. Et en lisant le texte de Dominique Fernandez, dont le titre est La course à l'abîme, dont je trouve ça déjà très très beau, je me suis dit, voilà, là, il y a matière pour faire un spectacle. Ce n'est pas un monologue, je comprends, hein, c'est facile de dire, c'est un monologue, c'est vrai, je parle pendant 1 heure, alors que l'autre personne, en mettant ensemble tout, elle parle pendant un quart d'heure, peut-être. Mais pour moi, c'était très important qu'on soit deux sur scène, que ce soit une femme et pas un homme, justement parce que je ne voulais pas tomber dans une certaine, je sais pas, dans un cliché où on est tous hommes, un homme qui joue les femmes aussi. Je trouvais beaucoup plus intéressant que Laetitia, qui est chanteuse et comédienne, puisse jouer les autres rôles, masculins et féminins. Et quelque part, j'avais l'impression, en plus, avec son chant, qu'elle apportait, même au niveau sonore, ce que Caravage apporte au niveau visuel. Donc, ce clair-obscur de la voix. Donc, moi, j'ai une voix masculine, j'avais des personnages plutôt durs, et elle jouait des personnages beaucoup plus tendres, et aussi sa voix chantée qui, voilà, à mon avis, crée vraiment un effet de clair-obscur vocal au-delà, et en plus du clair-obscur visuel qu'on a essayé de reproduire. Donc ça, c'est vrai qu'une des difficultés, c'était dès le départ, il y a la productrice, par exemple, disait, mais pourquoi on ne projetterait pas une diapo ou quelque chose? Et moi, je disais, mais non, parce que c'est beaucoup plus intéressant que les gens voient les tableaux dont on parle. Et je ne voulais pas que ça devienne un spectacle conférence, et ni un spectacle d'élite où on va expliquer certaines choses. Donc, chacun devait
s'imaginer et voir sa tête de Méduse, sa Judith et Holoferne par rapport à ce que on décrivait nous. Et par moment, on voit Caravage et son assistant qui prennent la position des tableaux. Donc, quelque part, les gens qui connaissaient les tableaux reconnaissaient les tableaux et les autres pouvaient s'imaginer leur propre tableau en partant d'une base qu'on donnait nous avec des lumières, etc. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois. C'est un spectacle qui a eu beaucoup de chance, beaucoup voilà, ça m'a apporté beaucoup de bonheur. Et il y a des gens qui l'ont vu plusieurs fois et à distance de temps, par exemple. Et il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah oui, mais il n'y avait pas des diapos au début ?» Donc, c'est beau parce que les gens avaient vraiment l'impression de voir les tableaux alors qu'on n'a jamais projeté de tableau. Jamais, jamais, jamais. Et ça m'arrive souvent de voir les gens qui l'ont vu il y a 7 ans, 8 ans, ils disent « Ah oui, c'était beau, quand il y avait la projection de la Vierge. » Je dis « Mais il n'y a jamais eu de projection dans mon spectacle. Jamais. » Donc c'est magnifique parce que le public est amené à travailler énormément avec son imagination. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. C'est passionnant, en fait, parce que là, je vais reprendre sur une question que je vous avais préparée pour tout à l'heure, mais là, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de la poser, en fait, à Vincent et de continuer avec vous en disant, parce que en fait, Vincent nous avait dit tout à l'heure dans les conversations avec Alice qu'il a regretté que dans la capsule, il manque deux peintures, celle de Narcisse et Tête de Méduse, que je ne sais, Alice va pouvoir partager dans son screen là tout à l'heure. Et donc, si vous voulez justement nous parler de ces peintures, Vincent, mais en même temps, est-ce que vous auriez aimé voir dans la pièce de Cesare d'autres tableaux qui en fait, que vous auriez voulu redécouvrir et que Cesare aurait pu… Oui. Voilà. C'est plutôt à César et de me dire si… Oui, j'en ai un que je… Enfin, vas-y César, et toi, est-ce que tu te dis, tiens… Pardon, je n'arrive pas à me retenir. Mais c'est vrai, alors, ce spectacle a démarré en 2010 et on l'a joué jusqu'en 2019 en Italie, en Suisse, en France à plusieurs reprises. C'est comme ça qu'on a pu dépasser les 500 représentations. Et la captation, hélas, elle remonte au début du spectacle. Donc le spectacle avait peut-être 6 mois, 7 mois quand on a fait la captation au Lucernaire. Et depuis, moi, je n'ai pas arrêté de changer de petites choses au texte, en ajoutant des tableaux aussi, parce que moi-même, j'avais l'impression qu'il manquait des choses. Et donc, dans la version finale de 2019, on a ajouté par exemple le martyre de Saint-Sébastien, on a ajouté les œuvres de la miséricorde, on a ajouté 4 ou 5 tableaux et j'en étais très très content parce que ça me manquait. On n'a pas ajouté le Narcisse et on n'a pas ajouté un autre tableau dont j'oublie maintenant le titre parce que Fernandez ne les avait pas mis dans sa pièce parce qu'à l'époque, je crois que sa pièce remonte au 2003, certains tableaux n'avaient pas été encore complètement reconnus et attribués vraiment à Caravage. Donc, il ne voulait pas faire un faux historique complet, parce qu'il le dit que c'est quand même une autobiographie romancée, mais il ne voulait pas mettre des choses pas sûres. Voilà. Oui. Voilà, Alice aussi, voilà, elle voudrait montrer Tête de Méduse, hein, voilà, que vous voyez à l'instant. Vincent, vous voudriez ajouter quelque chose? Oui, je vais dire que si j'avais ajouté un autre qui est dans ce propos-ci, c'est celui de saint Thomas, dont j'ai parlé dans la vidéo, qui met son doigt trop loin. Ça, c'est du Caravage, quoi, dans une plaie qui est d'ailleurs qui a la même forme qu'une lèvre et que la déchirure de sa veste, et dont je ne sais pas si vous vous souvenez, dont je dis que lui, il regarde en l'air et le Christ regarde en bas. Donc, tous les deux ne voient pas. Ils touchent et ils sentent. Et ceux qui voient, c'est les autres. Et donc, c'est un tableau qui dit qu'il faut croire sans voir, mais pour ça, il faut une image. Et donc, c'est le paradoxe du Concile de Trente qui dit, avec l'Église, qui met en place toute une stratégie des images, évidemment,
dans sa propagande, bien sûr, contre le protestantisme, et qui nous fait une image pour montrer qu'il faut voir sans croire. C'est un paradoxe absolument passionnant que Caravage met en place là, et dans la violence de ce doigt-là qui va trop loin, c'est encore plus fort. C'est évidemment extrêmement sensitif, comme il l'est souvent. Alors, si vous voulez, je vais commencer par le Narcisse. Je trouve qu'il est vraiment intéressant parce que ces deux peintures sont pour moi des espèces de paradigmes de la tragédie de Caravage. Et la première fois, mais ça c'est vraiment la première fois, qu'un peintre travaille sur la question de l'image dans l'image, c'est-à-dire un rapport spéculatif, et speculum, ça veut dire miroir. Et donc la peinture commence à s'interroger sur ce qu'elle est et ce qu'elle fait. Et elle le fait de façon absolument tragique. Si vous regardez bien, on voit Caravage qui est Narcisse et Narcisse qui est Caravage. Et Narcisse qui est Caravage se voit à travers le plan du miroir qui est la peinture. Vasari dira que Narcisse est l'inventeur de la peinture. Et son reflet là est peint avec un raffinement extraordinaire puisque ce n'est qu'une ombre, et on pense aux ombres de l'enfer, et on pense aussi aux ombres de la caverne de Platon, et il n'a que son nom. Mais c'est Caravage partout qui circule. Et il est à la fois Narcisse et Caravage en haut et en bas. Et alors que chez Poussin, le Narcisse se couche à côté de l'eau, et il y a Écho qui pleure là, et puis après il ira dans l'Achéron, il va se noyer dans le Styx et il en sortira la fleur. Là c'est de l'après, ici c'est une fois de plus l'instant même du regard, le regard qui tue, comme si la peinture tuait. Et ce qui est plus fort aussi, c'est cette espèce de moyeu, le moyeu de ces trous-là, qui se genoue énorme, c'est un sexe pratiquement, qui est là au cœur de cette espèce de cercle du soi vers le soi à travers la peinture. Ça, c'est par rapport à Narcisse, mais on peut passer chez Méduse. Et chez Méduse, vous savez bien, Persée parvient à trancher la gorge de Méduse parce qu'elle se reflète sur un bouclier, parce qu'il ne la regarde pas en face. Et donc, vous avez trois pôles, Persée qui transperce, mais Persée, c'est le peintre, c'est celui qui voit, c'est donc Caravage, qui perce la vraie Méduse qui est là et qui crie, et qui est tellement proche du Caravage dans le portrait, mais qui ne le voit que dans un miroir, c'est-à-dire la peinture. Et donc, on a Caravage ici, l'homme Caravage, le peintre, qui lui-même se peint et lui-même se décapite dans la même opération, qui se fond dans le miroir de cette peinture, qui est peinte en plus sur un bouclier pour être encore plus proche de la réalité, de la légende, enfin de ce mythe extraordinaire. Eh bien, ces deux peintures-là sont une véritable clé que Caravage a fait comme un commentaire de l'ensemble de sa vie, alors que c'était commandé par des monsignori, mais qui savaient très bien ce qu'ils commandaient à qui. Voilà, justement, voilà, vous parliez tout à l'heure de paradoxe, et là vous assignez les commandes. Donc, nous avons envie de savoir, de connaître un peu plus les rapports entre le Caravage et les autres pouvoirs. Là, le rapport avec l'art, la politique, l'amour, la religion, dont la relation avec le cardinal Del Monte, son protecteur, qui lui laissait une certaine liberté, certes, mais qui le contrôlait en même temps, et ce rapport avec l'Église, qui protège le peintre, qui en fait commande des toiles, comprend son talent, et en même temps le poursuit et le condamne. Et bien sûr, ce rapport avec ses autres pouvoirs et aussi avec l'Inquisition. Donc, parlez-nous un peu plus de toute cette dualité et de tout ce rapport avec ces pouvoirs, Vincent. Je suis prêt à en parler, mais là, j'ai tenu déjà le crachoir. Peut-être que César, et tu peux dire ce que tu en penses. Et puis, c'est toujours un plaisir. C'est vraiment un plaisir de vous écouter. Tout à l'heure, vous avez parlé, si je ne me trompe pas, de Poussin, non? Nicolas Poussin. Oui. Voilà, il ne faut pas oublier que Nicolas Poussin, donc un peintre qui est arrivé beaucoup plus tard, il a dit que Caravage est venu au monde pour détruire la peinture. Absolument. Donc, regardez aujourd'hui un tableau
Caravage et regarder un tableau de Poussin. Il n'y a pas de paragon, il n'y a pas de voilà. Poussin, on regarde en 2 secondes, c'est fait, au revoir. Et Caravage, on resterait des heures. Alors, dans les recherches que j'ai faites, moi, ce que je peux dire, c'est que c'est vrai, il avait une relation étrange, conflictuelle avec l'Église, parce que l'Église avait un pouvoir incroyable à l'époque. Il ne faut pas oublier que le cardinal Del Monte, qui était son protecteur, et qui était un homme incroyable, qui protégeait, qui était intéressé aux arts, à la culture, il a soutenu voilà, des personnages vraiment formidables. Mais il y avait aussi l'Inquisition, donc on ne pouvait pas faire des choses trop libres, trop impressionnantes. Et c'est vrai que Caravage n'avait pas de règles, n'avait pas de limites. Donc chaque fois, dans les tableaux qui étaient commandités par des cardinaux, par des évêques, il mettait des choses incroyables, soit des voyous, soit des prostituées. Et ça a créé pas mal de soucis. Mais en même temps, les cardinaux reconnaissaient son talent. Donc, Scipione Borghese, un des Borghese, l'a toujours protégé. Il était son admirateur et un des premiers collectionneurs. Donc, ça a été un peu conflictuel. Donc, même les papes, il y a un pape qui était très sévère, donc il a excommunié, il a banni, mais à la fin, on l'a peut-être pardonné. Donc, il y aurait cet acte de pardon qui lui aurait permis de revenir à Rome. Donc, c'est une relation très, très conflictuelle avec tous les cardinaux, les évêques, le pape. Mais je laisse rebondir Vincent. Voilà, il y a un paradoxe artistique qui est tout à fait passionnant à voir, c'est que dès que la Renaissance installe l'Antiquité gréco-romaine comme modèle, il ne faut pas oublier que euh, l'Antiquité gréco-romaine, elle porte des corps qui sont beaux et qui sont érotisés. Et Eros est un plus dans l'Antiquité gréco-romaine. Bon, on est là à la Renaissance et partout, eh ben, on ne fait plus des petits corps maigres comme chez Van Eyck, par exemple. C'est un corps gothique qu'on voit dans la dent de Van Eyck. C'est plus ça. Donc, ce sont les corps qui dérivent des coureuses grecques, c'est-à-dire des athlètes. Et les Vénus, elles sont sensuelles, elles sont érotisées. Alors que l'Église, à ce moment-là, bien sûr, met Eros du côté du péché. Alors, ça fait des gros problèmes, ça, parce qu'on va avoir des Christ qui ont des corps d'Apollon, et on va avoir des vierges et des Sainte Thérèse d'Avila plus tard, qui sont dans des pamoisons érotico-mystiques, avec ce paradoxe, évidemment, de la morale chrétienne, mais de corps visuels qui sont absolument sensuels, qui viennent de cette esthétique qui est là. Et j'imagine que plus d'une note dans son couvent, plus d'un mois dans son couvent, on peut être troublé par ce genre d'esthétique. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que Caravage, lui, il est là-dedans, mais il pousse la chose beaucoup plus loin. Il ajoute la tragédie et l'auto-tragédie et la violence. Alors, c'est une chose qui est tout à fait passionnant à voir, c'est que parmi ces protecteurs, on a la hiérarchie la plus supérieure de l'Église, qui comprend. Ce sont des gens extrêmement cultivés, extrêmement lettrés, et donc qui ont une vision très très large et qui comprennent que pour faire choc dans la stratégie de la contre-réforme, il faut des gens qui fassent des images choc. Mais par contre, les ordres pauvres, les prêtres des paroisses et le peuple campent encore sur l'idée d'une esthétique douce et lisse, issue du maniérisme, gentille, etc. Et je termine juste avec ça. Ce qui est passionnant avec Caravage, c'est qu'il y a une série de tableaux qui sont dirigés vers le bas. Saint Paul tombe en bas. La Vierge, elle meurt en bas. La décollation de Saint Jean-Baptiste, c'est en bas. Entre autres, parce que c'est la terre et que c'est réaliste, mais aussi parce que c'est souvent à hauteur du choc que le spectateur doit recevoir en pleine poire, si je puis dire. Alors que quand on remplace, par exemple, la mort de la Vierge par Saraceni, tout file dans les angelots, ça file en l'air, ça va filer comme ça. Et donc, cette espèce de tirage vers le bas, il fait partie du génie du Caravage. J'ai envie de rebondir justement sur ce que disait Vincent tout à l'heure, cette sensualité, sexualité qu'il y avait dans ces corps. La flagellation du Christ est un tableau incroyable. Ce n'est pas sensuel, c'est sexuel, c'est vraiment sexy.
C'est ça le tableau un des tableaux qu'on avait ajouté, pas du tout San Sébastien qui n'a pas peint, je m'étais trompé. Mais ça, donc cette sensualité dans ces corps qui sont en train de mourir, qui sont flagellés, qui sont mutilés, et c'est très, très, très puissant. Tout cela est très passionnant dans chacun, comment vous abordez en fait et faire cet équilibre entre Caravaggio l'homme et Caravaggio le peintre, et en fait tout s'embourbe et vous êtes tellement habités, vous avez vécu chacun à votre façon Caravaggio qu'on en est nous-mêmes tellement Je pense que pour Caravage, je ne sais pas si Vincent est d'accord, mais pour Caravage, il y a vraiment ce paradoxe de l'artiste maudit, qui est maudit dans ses thèmes, dans ses thématiques, dans ses sujets, mais aussi dans la vie. Donc ça fait penser à Pasolini, bien sûr, mais comme je vous disais, moi, ça me fait penser à des héros beaucoup plus récents, à des chanteurs qui sont morts très jeunes, des acteurs. Il y a quelque chose presque de suicidaire dans sa peinture, dans sa façon de vivre, cette violence qui est quand même un peu la trame de cette soirée, elle est vraiment... voilà, j'aimais bien le titre de Fernandez, La course à l'abîme. Cette conscience que voilà, il faut aller vers son propre but, et le but de Caravage, c'est la mort dans ses tableaux, dans sa vie assez rapidement. Et cette violence, il a tué quand même quelqu'un, il a tabassé plein de gens, il était tout le temps dans la violence, c'était pas quelqu'un qui restait pépère chez lui à peindre tranquillement. C'était un bad boy, comme a si bien dit Vincent, un bad boy. Oui, plus que ça, oui, tout à fait. Ça fait penser à l'auto-violence de Van Gogh aussi à certains moments. Exactement, oui. Alors, c'est intéressant. Pour moi, l'année clé, ou une année clé, c'est 1606. C'est à ce moment-là où il peint son deuxième Emmaüs, et c'est à ce moment-là où il aurait, je ne suis pas psy, hein, c'est psychologie d'arrière-cuisine, ce que je dis ici, mais ce qu'on appelle une conduite d'échec. C'est-à-dire que le Vatican lui propose une peinture pour Saint-Pierre. Ça, c'est comme si vous aviez une proposition pour, je ne sais pas moi, Scorsese pour venir être dans son film, quoi. Le Vatican lui propose ça, il parvient encore à inventer des ongles sales, un petit serpent, enfin, à se faire rejeter. Et donc, alors qu'il est célèbre, tout est là et à portée de sa main, et tous les autres, évidemment, arrivent, ils répondent, évidemment. Lui, non. Et donc, il se saborde en quelque sorte. Et ça fait partie de la tragédie du niveau de... Il se saborde régulièrement pour des raisons obscures, mais c'est assez passionnant de le voir. Alors, ça, c'est la face du bad boy. Et puis, il y a, à côté de ça, tous les manuels, je ne sais pas si j'en ai parlé, je ne crois pas, les manuels qui sortent après le Concile de Trente sur, ici par exemple, la juste vénération des saints des images, respectant la convenance. Ça, c'est des Picturus et Imaginarium Sacris. C'est un louvaniste en 1570 qui écrit ce manuel avec la vie des peintres et comment il faut les peindre, comment il convient de les peindre. Puis vous aurez un autre qui est Discorso, sorry pour l'accent, sulle immagini sacre et profane du cardinal Paleotti. Et les peintres sont priés d'avoir ça, là, dans la main gauche, quand ils peignent de la main droite. Caravage envoie bouler tout ça, évidemment. Parfois jusqu'à la conduite d'échec ou le sabordage. Et toujours dans ce courant, je pense que Vincent est d'accord avec moi, même dans le choix des titres, par exemple, quand la Vierge meurt, les tableaux jusque-là avaient comme titre la dormition de la Vierge. Et lui, il dit la mort de la Vierge. Donc c'est quelque chose de très, très puissant. Et ben, c'est là que peut-être Fernandez a un peu agencé la réalité, mais c'est vrai qu'on voit le cadavre avec un ventre enflé, donc c'est sûrement une femme qui s'est noyée dans le Tibre, mais c'est encore plus, c'est une prostituée, apparemment, parmi les plus connus. Donc les cardinaux ont reconnu cette prostituée qui était peut-être, dont ils étaient clients eux aussi. Et voilà, Caravage met dans un tableau consacré à la Vierge avec des couleurs incroyables. Elle n'est pas en train de partir dans le ciel et aux cieux, dans les nuages. Elle est allongée avec un gros ventre. Donc peut-être c'est une prostituée qui s'était suicidée parce qu'elle était enceinte, habillée en rouge. On voit les pieds nus. Donc c'est tout ça,
même si il n'y a pas de crime là, mais c'est très violent pour l'époque de voir ça, la Vierge allongée avec un teint presque verdâtre, donc il y a aussi la putréfaction qui commence. Voilà, Et encore, c'est un détail que j'ai vu après la petite vidéo, puisque je donne un cours en même temps. Les pieds dépassent comme sur un brancard. C'est pas du tout les lits Non, 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 non. d'or qu'on voit dans toute la peinture. C'est quelqu'un qu'on a sorti et qui est sur un brancard, comme ça, quoi. Exactement. Tout à fait extraordinaire de vérité. J'avais encore autre chose qui m'est passé par la tête, mais je ne sais plus. Là, je suis sûre qu'on aura tout à l'heure encore l'occasion, surtout à travers les questions qui vont être déjà se préparer pour être posées. Donc, nous avons avec nous Mona Jabout, qui est artiste peintre elle-même. Et donc, il y a une question à poser. Mona, tu as levé ta main. Donc, voilà. Oui, voilà. Mais justement, c'était peut-être répondu. C'est ça, justement. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait, c'est bon. Oui. Adriane, qui devait représenter la Vierge, c'était comme si c'était l'antithèse de la Vierge, une prostituée, une femme qui s'est suicidée parce qu'elle était enceinte. Et puis, je trouve que ce côté rebelle qu'il avait, certainement, il a dû savoir que ça allait être refusé parce qu'il n'était pas du tout en train de représenter un thème sacré. C'est comme s'il était anti-sacre, anti le sacre, parce que lorsqu'il peint des choses mythologiques comme ou bien le Bacchus ou le Narcisse, ça va parce qu'il y a de la poésie, il y a du vécu, mais lorsque c'est sacré, c'est comme s'il faisait exprès de choquer l'Église. Oui. Je ne sais pas, c'est peut-être mal. Oui, je suis d'accord avec vous, mais peut-être parce que justement, le sacré, ce n'est pas ce que l'Église considère sacré. Jésus n'était pas blond, les yeux bleus, avec les pieds propres. Oui. Et donc, lui, il met cette saleté, cette vérité, cette violence. Ça c'est le côté sacré dans Caravage. Parce que moi, je trouve qu'il y a beaucoup justement de spiritualité et de sacré dans le fait de représenter Saint-Pierre avec le visage d'un homme qui est en train de souffrir et qui dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, plutôt de faire quelqu'un qui est complètement tranquille et serein, disant ben voilà, je vais mourir. On n'y croit pas. Oui, il a voulu représenter le réel, son réel, il a voulu le voir d'un côté chrétien, que cette femme qui a tellement souffert, il l'a vue, elle, comme étant aussi Jésus-Christ ou Marie, que c'était quelqu'un aussi qui avait le droit d'avoir accès à cette spiritualité. Il voulait choquer à sa manière, son langage était très théâtral et peut-être il y avait beaucoup d'histoires, beaucoup de choses qu'on ne peut pas voir sûrement. Il y a des choses à l'intérieur de la toile qui sont cachées pour raconter aussi sa vision qui était très riche. Et c'est pour ça que c'est un très bon peintre parce qu'il y a la poésie dans la manière de rendre la peinture comme une scène théâtrale, comme une photo très artistique, comme quelque chose de très créatif. Donc, il était très créateur, obsédé par la création, disons, plus que le sens poli ou gentil ou comme il faut, le sens profond que je vais vous choquer, que cette personne, elle aussi, elle avait le droit à rentrer dans l'éternel. Tous avons le droit de rentrer. Tout à fait. Je pense que Vincent aussi, il a quelque chose à ajouter dans ce sens, Vincent, n'est-ce pas? Dans ce que Mona, voilà. Il y a un autre rebelle qui est Rembrandt, qui lui doit beaucoup. Rembrandt ajoute au Caravage la pâte épaisse. Caravage peint fin. Mais si vous regardez la descente de croix de Rubens, que tout le monde connaît, on la connaît moins, la descente de croix de Rembrandt. Le Christ est un pantin disloqué, laid, qui tombe comme un sac. Et c'est la même volonté de Rembrandt de ne pas prendre les modèles antiques, etc. D'ailleurs, il dit, je reste à Amsterdam, je ne vais pas en Italie, et regardez comment c'est un cadavre, parce que la réalité violente du récit, en fait, non améliorée, renforce la puissance du sacré, évidemment. Et avant cela, il y a autre chose, c'est le Christ mort de Holbein, je ne sais pas si vous le voyez, qu'on a critiqué pour être trop mort. Et la discussion, c'est vous n'avez pas la foi, vous avez perdu la foi, ou bien est-ce
regardez, c'est d'autant plus miraculeux, mort comme il était là, qu'il soit ressuscité. Vincent, là, justement, vous parlez d'images et des images qu'on a vues. Et vous, en tant que pédagogue, et donc cette question par rapport à l'image actuelle et qui nous envahit tous les jours, sans filtre, sans censure, ou bien avec… Donc, parlez-nous un peu justement de ce rapport à l'image et comment, avec cette résonance de l'histoire dans l'actualité. Alors, je ne vais pas remonter à Mathusalem, mais quand même, au concile de Nicée II, attention, c'est au 8e siècle, vous avez eu la grande querelle des images à Byzance. Ça a fait un siècle de mort. Puis, on a tranché, l'Église a tranché, il y aura des images. Et un des arguments, parce que là, il faut argumenter à ce moment-là, c'est de dire un texte se discute tandis qu'une image prend valeur de vérité. À partir de ce moment-là, l'Église a développé toutes les images pédagogiques, les épiphanies orthodoxes ou les pédagogies plutôt à l'ouest. C'est plutôt l'art roman, c'est pédagogique, ça raconte. Mais c'est ça qui a créé plus tard, avec la science, la photo et puis les médias. Et puis le Vatican ne s'ennuie pas avec les médias, il utilise les médias évidemment. Bon, ça c'est le fil Église. Moi, ce que je dis maintenant, c'est que nulle part, ni dans les médias à peine, ni à l'école, on apprend à décoder cette syntaxe de l'image. Et donc, quand je suis avec les enfants, je dis, on mange des images comme on mange des chips. Et excusez-moi, je parle de bouffer. On mange des images comme on bouffe des chips. Et on ne s'en rend pas compte. Et on avale tout, comme on avale les chips qui sont faits de choses qui ne sont pas bonnes pour la santé. Eh bien, même chose pour les images. Et je milite pour essayer d'introduire l'éducation des instituteurs et des professeurs pour qu'ils aient des outils d'analyse d'images pour qu'il y ait un filtre entre ce torrent d'images et notre pensée. Parce que ne pas analyser une image, c'est se laisser dévorer sa pensée par les images. Voilà, en gros. Voilà, merci beaucoup, tout à fait. Donc, j'ai une question de Lara Doumet qui voudrait poser. Lara, je te laisse poser ta question. Vas-y. Tu dois te mettre en mute pour qu'on puisse t'entendre. Oui, alors j'aimerais vous poser la question concernant les natures mortes dont vous avez parlé dans le petit documentaire. Je trouve que les natures mortes, en fait, sont très choquantes parce que la mort est omniprésente, la putréfaction est là et on ne se lasse pas de regarder surtout cette corbeille qui est au bord de la table. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage de cette nouveauté, en fait, qu'a introduit Caravage dans les natures mortes? Eh bien, vous savez, dans la liste des 10 nouveautés, j'avais oublié la nature morte. On peut rajouter ça. C'est incroyable, quoi. C'est évidemment avec ça, parce qu'il a eu la liberté, grâce à ses Pucci et autres protecteurs, de le faire. Il avait déjà préparé avec les Bacchus la corbeille de fruits, etc. Que cet objet est devenu un genre en soi. Et le saut à faire le plus passionnant, c'est avec la nature morte hollandaise, toutes ces vanités qui sont là. Avec le paradoxe d'une vanité donc de la mort et de la vanité des choses, mais en même temps, comme je l'ai dit, d'une fascination pour la matière et pour la beauté, pour le toucher. Et le choix, la charge symbolique, philosophique, posée sur la nature morte, va grandir encore avec le soin incroyable auquel les Hollandais mettent. En Espagne, Zurbarán vous fait des fruits qui sont purs et qui sont dans l'essence même du fruit. Je ne sais pas si vous voyez Zurbarán. En Hollande, ce sont des fruits qui sont en train d'être travaillés, ouverts, décortiqués, dans l'action, comme la ronde de nuit qui est en action, comme le docteur Tulpe qui est en action. Et c'est un genre dit mineur. Et Chardin va faire des natures mortes, ce sont les dessus de porte, c'est rien du tout, mais quelle merveille. Et l'art, j'arrête avec ça, l'art moderne va partir des natures mortes avec les cubistes, notamment le cubisme et principalement, enfin le paysage des natures mortes, va pouvoir permettre de revoir complètement la vision, la perspective et le rapport à la peinture dans les avant-gardes du début du XXe siècle. Donc la nature morte a une histoire qui est absolument passionnante et qui ne se limite pas encore à ce… Et puis ça va jusqu'à Morandi, je ne sais pas si vous voyez Morandi, l'homme de Bologne, là, hein,
qui passe toute sa vie à prendre quelques bouteilles, quelques éléments dans une espèce de… Donc on comprend que c'est une architecture de la peinture pure qui est là et que Caravage installe juste avant 1600. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci, merci Vincent. J'ai Bassam qui voudrait poser sa question. Bassam, je vous laisse la parole. Vous devez mettre en mute. Mettez-vous en mode unmute, Bassam, pour qu'on puisse vous entendre. Voilà, merci. c'est fait. Voilà, merci. Voilà, j'ai 2 questions. La première, c'est que toute la peinture occidentale qui est obsédée d'un trop-plein, qui a cet arrière-plan, n'est-ce pas, avec, un peu étonné, surtout avec l'apparition de la perspective par toutes ces colonnades, ces édifices qu'on voit à l'arrière, ces paysages, cette obsession de remplir. Et on voit avec le Caravage cette immensité du vide, ce noir duquel émergent les personnages. Et ma question est, en fait, j'ai 2 questions. Ma première question est, qu'est-ce que ça a à voir, est-ce qu'il y a une passerelle avec le vide de la peinture chinoise? Qu'est-ce que ce vide? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on n'est plus obsédé par remplir? Et ma deuxième question, et peut-être qu'elle est liée à celle-ci, elle est bien, nous parlons toujours de la peinture, disons, en 2 dimensions, c'est-à-dire sans la dimension historique. Nous avons découvert le Caravage, n'est-ce pas, tout d'un coup, à un moment. Il était oublié, ou il était négligé, ou il était méprisé, ou il annonçait la mort de la peinture, et tout d'un coup, il est porté au nu. Qu'est-ce que ça nous dit sur les sources du désintérêt et sur les sources de l'intérêt? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, quelle est cette rencontre entre nous aujourd'hui et le Caravage? Pourquoi était-il oublié et pourquoi est-il aujourd'hui au cœur de notre intérêt? Donc, je vous laisse, Vincent et Cesare, de partager les réponses. Voilà, je pense que Vincent, vous voudriez commencer à la première partie, peut-être. C'est extrêmement riche comme question, mais sur le vide de la peinture, je pense que c'est tellement proche de la mise en scène de Cesare. Alors, peut-être Cesare peut parler. Oui, bon. Comme vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que Caravage, c'est le premier qui donne au noir une importance incroyable. Donc la nuit, le noir, et c'est grâce au noir qu'on peut voir le clair. Donc son clair-obscur, c'est en donnant de l'importance et la présence du noir, c'est qu'on met en relief la chose plus importante. C'est pour ça que ces tableaux, c'est vrai, c'est pas Léonard de Vinci, il n'y a pas de fond très important, il n'y a rien. Il n'y a rien derrière. Et comme ça, on est toute l'attention est concentrée sur les personnages principaux, sur les fruits qui sont en train de pourrir. Donc, après, moi, je ne suis pas un expert de la peinture orientale, donc je pense que chinoise, que là, peut-être Vincent peut en parler davantage, mais pour nous, au théâtre, c'était vraiment un défi de faire en sorte que on oublie tout le reste. Il n'y avait pas de décor. C'est un spectacle qu'on a fait avec des bougies, des boîtes noires dans lesquelles on cachait les bougies, justement pour qu'on ait le même effet que chez Caravage, de voir le faisceau de lumière, le rayon de lumière, sans voir la source de la lumière. Il y a un seul tableau où on voit une torche, c'est les 12 œuvres de la miséricorde, mais c'est pas important. Mais les plus importants, on ne voit pas la source de lumière. Donc cette lumière arrive d'on ne sait pas où, et c'est son faisceau qui est très important. Et la captation vidéo, pour des raisons justement que la pellicule et les images ne sont pas aussi puissantes que la rétine des yeux, on a dû changer des choses. Le début du spectacle, il y a Laetitia qui chante avec une bougie, et moi, j'apparais de rien, chose qu'on n'a pas pu faire. Et c'est vrai que cette apparition dans un visage qui était vraiment éclairé avec un projecteur très, très petit, on voyait que mon visage dans le noir,
tout de suite, les gens voyaient Méduse, voyaient plein de choses. Donc, je pense que cette importance du noir, du vide, c'est pas vraiment le vide. Dans le clair-obscur, oui, l'obscur, le clair, c'est plus important, mais l'obscur est très important aussi, parce que sans l'obscurité, on n'aurait pas la clarté, etc. Après, je laisse parler l'expert, même s'il ne veut pas qu'on l'appelle expert. Et on pourrait, juste Vincent, peut-être parler de ce rapport entre Caravaggio et le cinéma, parce qu'avec Oui, toute voilà, exactement. lumière et le gros plan et le cadrage, donc… Oui, je pense que voilà, on pourrait parler voilà. des heures, Vincent et moi, parce qu'il a déjà abordé des thématiques. Caravage, parfois on dit qu'il a un côté théâtral, mais c'est pas vrai. Il a un côté cinématographique. Même sa façon de prendre l'instant précis d'un meurtre, voilà, d'une torture, c'est beaucoup plus proche du cinéma que du théâtre. Au théâtre, on ne montre pas souvent les choses, on décrit avec des monologues, on dit Ophélie s'est noyée, blabla, mais on ne voit pas Ophélie. Et Caravage, non, il fait ce qu'on fait au cinéma. Il prend vraiment le moment où on tranche la gorge, le moment où on tue quelqu'un, le moment où on indique quelqu'un, comme pour Saint-Matthieu. Donc, il y a un côté plus cinématographique, et dans sa création de lumière, il rendait sombre son atelier, il laissait juste une petite ouverture, il utilisait des lanternes qui glissaient sur des cordes, des choses comme ça. C'était vraiment ce qui après Clouseau a fait, Hitchcock a fait, et plein d'autres au cinéma. Mais Vincent, je vous laisse parler. Non, tout à fait. Mais il me semble, c'est une chose qu'on a déjà abordée, c'est que même si certains ténébristes, c'est Léonard de Vinci qui invente le chiaroscuro. C'est lui qui crée cet effet d'ombre et de lumière qui font que les visages surgissent sans avoir un cerne autour. Bon, et puis Léonard, il aime le mystère, donc ça crée du mystère. Bon, les ténébristes continuent à faire des scènes de nuit, mais avec des détails, avec des anecdotes, avec des mises en situation. Chez lui, en plongeant dans la nuit, en supprimant des éléments à voir ici et là autour de la scène, il universalise et il joue du gros plan cinéma. Donc c'est vraiment une volonté de choc qui fonctionne remarquablement bien. Donc tout à fait d'accord, on est proche de cela, donc de cette vision de théâtralo-cinéma, de vous envoyer un coup de poing dans le choc cinéma. Et alors le vide oriental, il est totalement différent à mes yeux. Il s'agit là de faire le vide en soi et de fondre dans l'univers. Il y a un très beau livre que je vous recommande, c'est de François Cheng, Vide et plein dans la peinture chinoise. C'est une splendeur. Vous entrez, on entre là-dedans comme ça, et on en sort en étant beaucoup plus, en pouvant entrer dans cette peinture chinoise grâce à François Cheng. Et donc, il nous explique vraiment que l'acte de peindre est un acte qui fait que le peintre se laisse plonger dans cet univers pour y fondre complètement. Et l'unique trait de pinceau épouse l'univers, mais avec le vide qui se situe entre l'eau et l'encre, le vide et la colline, la rivière et la montagne et la vallée, etc., etc. C'est entre deux qui est le vide. Et la peinture chinoise essaye de mettre en place cette sensation de la beauté du vide dans lequel il s'agit de fondre. D'ailleurs, souvent, le peintre, il est là, minuscule, là, tout perdu dans la brume. Donc, la peinture chinoise est une peinture dans laquelle il faut se perdre, ce qui est le contraire du coup de poing que vous recevez en pleine lumière surgie de la nuit. Mais alors, il y a une autre question que vous avez posée, c'est le désintérêt. C'est vrai que c'est très intéressant. Pourquoi est-ce que jusque Roberto Longhi, pratiquement, avec certains auteurs qui vont dire oui, quand même, il fait pas mal ceci, mais quand même, c'est vulgaire. C'est parce que les théoriciens sont imprégnés par une idée du beau qui est apollinienne, qui vient de la Grèce, qui est reprise par les canons de la Renaissance et qui veut absolument d'une harmonie avec les canons du beau apollinien, c'est-à-dire équilibre, clarté, harmonie, paix, etc., etc., etc. Raphaël, quoi. Et il y a une autre théorie du beau qui est théorisée dès l'époque romaine par un certain Longin et qui sera repris par Burke pour le romantisme et qui est la théorie du sublime. Donc, ça rejoint, on est presque au bout de l'heure, c'est parfait, ça rejoint le titre de notre conversation. C'est le sublime. Et la théorie du sublime s'oppose à la théorie du beau apollinien
par l'opposition entre les contraires. Il y a un mot qui sera pour les romantiques, c'est le delight, c'est-à-dire l'horreur et le délice, mélangés. Et cette théorie donc de l'excès, de l'horreur et du délice, elle va fonder toutes les violences romantiques du 19e siècle, et puis jusqu'à Pollock, et puis jusqu'à encore et encore. Et donc, ce n'est que vers la fin du 19e que les théoriciens admettent que ce delight, cette horreur délicieuse, lui reconnaissent toute sa force et sa puissance. Les théoriciens étant un peu en retard, les critiques d'art, sur la pratique des peintres, parce que vous avez Géricault, c'est ça, à fond, quoi. Hein, et Van Gogh aussi, c'est ça, à fond. Et même si vous avez les colères de Beethoven, c'est ça aussi. Hein, vous avez à la fois de la rupture, du combat, et puis du délice, et tout ça est mélangé. Voilà. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Ouais, César, vous vouliez ajouter encore quelque chose? Non, je disais merci. D'accord. Donc, je voudrais donner la parole à Lama Tian, qui est avec nous, qui est une experte dans l'opéra, la musique classique. Et donc, merci Joanne. Oui, voilà. Donc bonsoir. Donc en fait, ma question, elle vient un peu dans la continuité de tout ce que vous venez de dire, Cesare, Vincent. En fait, si nous sommes plus sensibles au clair-obscur de Caravage, plutôt par exemple qu'à celui de Georges de la Tour, ce n'est pas dans la technique du clair-obscur. C'est plutôt parce que nous sommes des enfants du romantisme et que ce coup de poing à tous les niveaux, cinématographiques, photographiques, nous parle plus que le clair-obscur plus sage de la lumière de la bougie, de la tour. Ça dépend. Moi, quand je vois la tour, je fonds. Aussi. Ça, c'est la nuit pascalienne. C'est la pensée même devant la flamme. Comme nous sommes tous, quand il y a un feu, on est tous en état d'un peu, on est hypnotisé par la flamme. Et donc, il y a des très beaux textes de Bachelard là-dessus. C'est vraiment le fait d'être saisi par cette flamme avec toute la puissance de ce feu paisible et d'être alors dans un moment de méditation un peu flottant et sans objet. Donc, c'est le procédé du Caravage qui sème partout en Europe, ce sont les caravagistes, mais la tour en fait quelque chose de très, très précis, mais de très profond dans cette précision qui est autre, qui n'a rien à voir avec la violence, effectivement. Oui, plus intériorisée en tout cas. Oui, c'est la pensée, voilà, au lieu de l'action. Merci beaucoup Vincent. Donc je donne la parole maintenant à Madonna qui voudrait poser sa question. Donc je vous laisse Madonna poser votre question. Bonsoir Vincent. Si on fait une comparaison entre le Caravage et Michel-Ange dans la chapelle Sistine, les sujets chrétiens chez le Caravage sont sombres, il n'y a pas de variété au choix de couleurs, en plus d'une violence à forte dose. Ah bon, pourquoi? Comme s'il faisait ça en exprès. Dans ces sujets-là, même les visages ont un fort caractère. Est-ce que c'est en relation avec une mauvaise expérience qui s'était passée avec lui? N'était-il pas un bon croyeur, un bon chrétien, malgré son état d'un bad boy? Qu'en pensez-vous? César est plutôt... Le piège. Oui, le piège. Comment on dit? On refile la patate chaude. Non, c'est sûr. Alors, dans la pièce que je joue, je ne sais pas si vous l'avez vu, Madonna, mais c'est vrai que Fernandez part de l'idée que chez Caravage, il y a toujours, c'est assez fréquent, cette idée de ne pas avoir été aimé et reconnu par son père, son père qui était absent, qui aurait peut-être fait en sorte qu'il est toujours à la recherche d'une reconnaissance. Même sa mère n'a pas été très, très présente, mais son père, c'est quelqu'un qui n'était pas un point de repère, voilà, pour jouer un peu. D'ailleurs, Dominique Fernandez joue sur le prénom du père, il s'appelait Fermo, en italien c'est assez fréquent, surtout à l'époque, qui veut dire ferme. Et Caravage dit quelqu'un qui n'était pas vraiment ferme. Pourtant, il s'appelait ferme, et mon père, c'était un faible. C'était quelqu'un qui nous a abandonnés.
parce que, bon, il était mort et on n'a pas dit tout de suite à Caravage qu'il était mort, donc il a pensé que le père les avait abandonnés alors qu'il était mort. Ça j'en sais rien. On ne peut pas faire de la psychologie sur un personnage dont on ne connaît pas cette partie-là, parce que Caravage n'a pas eu vraiment le temps d'écrire son journal intime, donc on ne sait rien de ce qui se passait dans sa vie, mais par rapport à ses peintures, on peut comprendre que c'était quelqu'un de tourmenté. Je disais tout à l'heure, je ne pense pas qu'on puisse peindre certains sujets si on n'a pas quelque chose comme ça. On ne peut pas chanter comme Janis Joplin ou comme Amy Winehouse si tout va bien, qu'on a une jolie maison avec des nains de jardin et qu'on cultive voilà, qu'on passe la tondeuse tous les samedis. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, il y a. Voilà, et je pense qu'il y avait quelque chose chez lui qui faisait qu'il était maudit, tourmenté, pas content. Il n'était pas content. Dans la pièce, on le voit. Il a quelqu'un à côté de lui, Mario, qui donnerait sa vie pour lui. Et ben, lui, il veut autre chose. Et comme disait Vincent tout à l'heure, chaque fois qu'il pouvait vraiment donner un tournant incroyablement positif dans sa vie, ben, il fait le mauvais choix. Il casse la chose. Il choisit de s'abîmer, voilà, de se boycotter, de se compromettre complètement. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas fait les jolis visages et qu'il n'a pas utilisé les bleus, les azurs, les célestes comme ça de Michel-Ange, même s'ils avaient le même prénom. Donc, oui, voilà. C'est ce que vous venez de dire. Je m'excuse, je t'avais coupé la parole. Non. En tant que peintre, je peux vous dire que c'est très vrai ce que vous venez de dire. Alors, je ne peux pas même moi-même peindre si n'y avait pas quelque chose tout en lien avec une expérience. Enfin, le travail artistique est un bouquet de plusieurs choses. Ouais. Oui. J'aurais une question. Je crois qu'il y a une question écrite. Vincent, si vous permettez, je ne sais pas comment on lève la main, je n'y arrive pas. Vous parliez du caravagisme tout à l'heure. Et on avait parlé, je crois, d'Artemisia Gentiles. Artemisia. Oui. Alors, peut-être qu'il faudrait qu'on leur en parle un peu et qu'on en parle parce que ça a été vraiment la première femme peintre et probablement la plus proche du Caravage. Oui, là, César en parle aussi. Je vais dire un mot et César, tu reprendras. Non, allez-y, Vincent. C'est la fille d'Orazio, et Orazio est plutôt un allié du Caravage, même si à certains moments, Caravage, s'en mêlant les pinceaux, va le critiquer et va s'aborder encore une amitié. Là. Oui, s'aborder, oui. Il va encore. Mais alors, Artemisia, elle reprend vraiment la violence dans ses Judith de manière, mais presque encore plus puissante. Et donc là, il y a une véritable parenté dans la capacité d'aller décrire le gros plan de l'instant décisif de cette violence. Et ce qui est même intéressant, là où c'est presque plus violent, c'est que quand on voit la Judith et Holoferne du Caravage, Judith, elle a un air de dégoût. Elle est là en arrière et il y a la vieille dame qui regarde et il y a comme l'expression du dégoût. Donc quand même, Caravage nous dit, c'est pas très marrant à faire, quoi. Là, pas du tout. Regardez comme elles sont là, bien en train de soigner. La Judith, la servante d'en haut, est superbement peinte, cette espèce de raccourci comme ça, avec ses rouges, c'est extraordinaire. Mais là, elle s'applique tout doucement, quoi, sans aucun état d'âme. Et la biographie fait le lien avec un viol dont elle aurait été victime, une espèce de vengeance symbolique qu'elle exerce dans sa peinture avec ce thème qu'elle reprend donc au Caravage. Donc là, on a une peintre qui est absolument remarquable, une des premières peintres femmes dans la longue histoire trop peu connue des peintres femmes. Et alors, elle fait aussi un tableau qui est l'allégorie de la peinture, où elle se peint en train de peindre, et elle peint, vous voyez, elle se met, voilà, quelle beauté cette chose-là, elle se met dans la position du regard, c'est-à-dire que son modèle est à gauche du tableau, et elle peint très, très soigneusement le grain de la toile non peinte.
Ça aussi, c'est un commentaire. C'est la peinture qui peint la toile non peinte. Et donc, ce bras, quand on a, j'avais par chance une image très précise. Quand on s'approche de tout près, on voit un bras qui est incrusté dans une peinture qui reprend la toile. Ici, elle sort en relief, mais en fait, et vous devez oublier le relief, elle est à plat, incrustée, puisque c'est une toile, c'est plat. Et donc, c'est un tour de force absolument extraordinaire dans lequel elle veut montrer tout ce qu'elle sait faire, y compris les brillances extraordinaires de la soie de son épaule, qui est le morceau de bravoure qui montre qu'elle est aussi bonne peintre, elle, femme, que les hommes qui peignent. Donc, c'est une présence qui fait écho à Caravage de manière personnelle et qui est absolument fascinante et passionnante. Tout à fait, oui. Je suis d'accord complètement avec Vincent. Et je trouve que la Judith d'Artemisia est encore plus violente que celle de Caravage. Il y a tout ce sang qui dégouline entre les matelas, c'est épouvantable. Mais je voyais qu'il y avait des questions écrites par rapport au ver de terre, oui, par le ver de terre, mais le ver dans la pomme, oui, c'est vrai, c'est une des thématiques qu'on a bien aimé reprendre dans le spectacle. Donc la pomme véreuse de ce tableau dont Vincent a parlé, donc la corbeille de fruits, c'est aussi le ver qui range quelque part l'esprit de Caravage, qui est toujours là pour l'abîmer, pour l'abîmer, pour l'abîmer. Et c'est quelque chose que Fernandez écrit et que nous, on a voulu souligner comme une explication de pourquoi il a cet esprit, cette attitude sabotatrice envers soi-même. Peut-être un mot, parce qu'Alice, quand nous avions préparé, nous avions dit ou mis le doigt sur les échos par rapport à l'actualité. Et je pense, chose que j'ai toujours dit dans mes cours aux enfants ou aux adultes ou aux artistes, etc., étudier l'histoire n'a de sens que par rapport aux questions d'aujourd'hui. Mais alors, on est un érudit pour l'érudition, ce qui n'est pas du tout ma tasse de thé. Donc, qu'est-ce que, de tout ce que nous avons vu, y compris la manière de louvoyer contre l'Inquisition, de quand même faire des choses, enfin, faire passer des messages et puis résister tout le temps, qu'est-ce qui fait écho à l'actualité d'aujourd'hui? Je préfère laisser cette question en tant que question. Donc, de toute façon, il me semble qu'aujourd'hui, il est plus que jamais important et intéressant de se référer au passé pour interroger que ce soit les auteurs, les artistes. Souvent, on peut trouver la réponse dans le passé. Même la grande histoire militaire, souvent, on peut trouver la réponse dans le passé. Et plusieurs réponses même, pas seulement une. Donc, revoir le Caravage aujourd'hui, au moment où notre pays baigne dans l'obscurité. Beaucoup de personnes n'ont pas pu participer ce soir à cause des coupures de courant, vous voyez. Donc, voilà, c'est la lumière du Caravage est très importante pour nous qui sommes dans une obscurité et dans un moment très sombre de notre histoire. Donc, se référer au passé, se référer à cet homme qui s'est inspiré aussi de son contexte dans lequel il a vécu, est un message fort d'actualité. Et je pense que bon, l'art toujours cette étincelle merveilleuse, ça apporte cette étincelle, cette lumière, même si parfois on est impatient, même si parfois on veut vite en finir, même si parfois, je pense que il faut souvent revenir sur l'histoire et sur le passé pour mieux voir l'avenir. Ouais. Merci Alice. Il y a encore quelques questions, mais on n'a plus beaucoup de temps. Je voulais juste dire à Robert, est-ce que
je pense que la question par rapport à l'influence de l'enfance de Caravage sur sa personnalité de révolté et sa façon d'aborder l'exécution de ses tableaux, je pense que la question a déjà été couverte. Mona repose une question. Est-ce que l'artiste avait le droit de pervertir les histoires pour affermir son statut d'artiste, peintre réaliste et attraper ce moment dégoûtant, tout pour un ego d'artiste et l'aspect compétitif, donc tellement plus éducatif contre l'institution, mais quand même pour sa gloire. Mais ta question, Mona, si tu voudrais, s'il te plaît, un peu plus la préciser parce que elle est un peu, elle aborde plusieurs angles, mais entre-temps, je vais donner la parole à Bassam qui lève aussi sa main une autre fois. Et voilà, on n'aura plus beaucoup de temps pour les questions qui restent, mais voilà, je vous laisse la possibilité de poser votre question, Bassam. Vous devez vous mettre en mute. Bassam. Voilà. Un petit mot simplement entre Villon et François Villon et Jean Genet. Cet artiste délinquant, cet artiste assassin et délinquant. Qu'est-ce que... Voilà, ma question, c'est dans cette... au fond, la rencontre entre le crime et l'art ne semble pas très fréquente. Et peut-être que c'est le sujet, puisque nous avons parlé de la sublimation de la violence comme thème de notre réunion. Qu'est-ce que vous avez à dire sur cette généalogie-là? Je peux peut-être dire un mot, et César, et tu reprendras. On est dans le mythe, parfois, exagéré, de l'artiste maudit. Mythe parce que les artistes maudits dans l'histoire de l'art sont assez rares. Et que, puisque j'ai donné cours dans une école d'art à la Cambre, certains adolescents cultivent cette idée qu'il faut souffrir pour créer, et même certains professeurs aussi disent continuez à souffrir, c'est bon pour l'art. Bon, il y a énormément, si vous prenez le dictionnaire, vous prenez tous les artistes, on va prendre 19e, 20e, qui sont reconnus, parce que d'habitude, d'abord, ce sont des talents immédiats, et qui ont pignon sur rue, qui ont des vies, bon, parfois un peu chahutées, mais enfin, qui ne sont pas du tout des artistes maudits, absolument pas. Et alors, il y en a quelques-uns dont la vie a été tellement forte que ça a créé le mythe. Le mythe fondateur, c'est Van Gogh, ça c'est clair. Hein. Il est là au cœur de toutes ces généalogies, là, si vous voulez. Donc, mais par contre, il y a un autre propos qui était assez intéressant, c'était celui d'un certain Jean Clé à propos de Goya, qui grave les horreurs de la guerre, et qu'il dit, pour pouvoir dénoncer et aller si près de cette horreur, il faut qu'il y ait en soi une part de cette cruauté réelle et que l'artiste la transforme en symbolique alors qu'il l'aurait en réel. C'est vraiment le passage, le transfert du réel vers le symbolique, puisque l'art est une activité symbolique, puisque productrice de sens. Et ça, c'est vraiment très intéressant. C'est cette espèce de basculement d'une violence que vous avez en vous et que vous parvenez à mettre en forme dans la violence que vous inscrivez. Et cette violence, comme cette souffrance qu'ils mettent en forme, est un cadeau qu'ils nous offrent et qu'ils offrent à la culture et à la civilisation. Les horreurs de la guerre de Goya, qui sont, si on les regarde bien, vraiment d'une violence incroyable, avec souvent un titre qui renforce la violence, sont des cadeaux qu'ils nous font à notre pensée, à notre sensation, à notre prise de conscience de la violence, etc. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Vous avez plus parlé du peintre maudit que du peintre délinquant.
que du peintre, pardon, de l'artiste délinquant. Van Gogh n'est pas un délinquant. Van Gogh n'est finalement coupable qu'envers lui-même, puisque voilà, il se suicide. Il tranche l'oreille de lui-même. Enfin, de lui-même. Ah oui. Voilà. Un petit bout s'auto-punir. Voilà, Van Gogh s'auto-punit, comme vous dites, du Caravage, et il s'auto-punit physiquement et il finit par le meurtre de soi. Ici, nous avons affaire à un peintre violent envers autrui, peut-être envers soi aussi, comme vous dites. Ouais. Bon. Eh bien, vous savez, comme ça, j'en vois presque pas. Et peut-être que dans une heure, je dirais, mais bon sang, bien sûr, il y a celui-là. Mais César, tu as peut-être… Non, mais je veux bien revenir à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que l'époque de Caravage était quand même une époque très violente. Donc Caravage… oui, il a été très violent, mais autour de lui, il y avait vraiment de la violence. Donc, il y avait des meurtres tout le temps, des exécutions, etc. Donc, je pense que maintenant, on voit Caravage comme l'artiste maudit parce que justement, il rentre dans certaines cases qu'on a créées plus récemment avec Van Gogh et après plein d'autres artistes un peu étranges. À l'époque, je ne pense pas qu'on le considérait comme un artiste maudit. On trouvait que c'était pas quelqu'un de facile. Ses protecteurs devaient le trouver sûrement casse-pied parce qu'il faisait des histoires caractérielles, voilà. Mais je dirais vraiment rompiscatole, comme on dit en italien, tu vois, qui cassait vraiment les pieds à tout le monde parce qu'il posait des problèmes dans toutes les situations, mais on n'était pas du tout dans la fascination presque qu'on a nous de nos jours et les jeunes aussi pour tout ce qui est maudit. C'est sûr, il est mort jeune, il ne s'est pas marié, il n'a pas eu d'enfant, au moins que je sache, avait une vie sexuelle plutôt libre et variée. Mais voilà, à l'époque, je ne pense pas qu'on le considérait l'artiste maudit. On n'avait pas ce mythe de l'artiste maudit. César, et la tête de Goliath ici, c'est un autoportrait de Caravage. Oui. Je n'ai pas compris, c'est une question? Oui, je pose la question par rapport au David et Goliath. Oui. Est-ce que la tête… Vincent pourra en parler beaucoup plus que moi, mais c'est vrai que dans ce tableau qu'il a refait à plusieurs reprises avec des différents David, mais Goliath, c'est toujours son visage vieilli. Tranché, la tête tranchée. Ouais. Donc, c'est encore la décapitation qui était aussi le châtiment auquel il était destiné quelque part suite au crime qu'il avait commis à Rome. Donc, il était, si on le trouvait dans le territoire de Rome, on pouvait le décapiter. Ce qu'ajoute Dominique Fernandez, c'est la fusion entre son autoportrait et le portrait de Mario. Oui. Ça, c'est très fort, je trouve. C'est qu'on ne sait plus s'il se peint lui-même ou Mario. Il y a une espèce de fusion entre les deux images. Et si on prend Mario-Caravage, il circule à travers toute son œuvre. Ouais. Mais c'est vrai que moi, Mario Minniti, qui est un personnage qui a vraiment existé, donc un peintre, un caravagesque, après un Sicilien, il y a des portraits de lui, on peut reconnaître quelque part des jeunes peints par Caravage, mais peut-être les deux se ressemblaient, donc il y a tout ce mélange, et bien sûr, Fernandez, fort de sa puissance d'écrivain, a voulu mélanger ça jusqu'à arriver à la fin, donc il a donné une explication très romanesque de la mort de Caravage, pas du tout validée par les historiens, mais c'est pas important, moi. Ça m'a plu et je trouvais que ça rentrait très bien dans ce personnage qui se peint toujours en victime et jamais un héros. Voilà, merci beaucoup. Là, nous arrivons presque à la fin. Je voudrais juste lire un ou deux commentaires de Muriel. Donc, je commence par celui de Muriel. Il y a des forces sombres qui animent les hommes. On est tous animés par un désir de vie et de mort. Le Caravage l'exprime avec force. C'est pour cela qu'il en fait
quelque chose d'universel et donc d'intemporel. Et Mona d'ajouter, nous sommes tous sacrifiés sur un plateau d'argent. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un qui veut poser une question avant de clôturer cette soirée. Je voudrais remercier Vincent, Cesare, bien sûr, et tous les participants, les invités et, qui venaient du Liban et de partout du monde. Merci. Et du Canada, je vois ma Sabine là, je te dis bonjour. Aussi, donc merci pour cette belle soirée, pour cette plongée en plein dans le vide clair-obscur du Caravaggio. Et je laisse donc à Alice le soin de merci à vous aussi. Hein. Merci à Joumana, merci à Alice, merci à l'Institut culturel italien, donc à Madame Zecca. Pour moi, c'était vraiment un plaisir et ça m'a fait bizarre. Je ne l'ai pas revu en entier, le spectacle, parce que voilà, ça remonte il y a quelques années, donc, et c'est un des plus beaux personnages que j'ai jamais joué. Donc voilà, je ne l'ai pas regardé, mais je suis très content d'en parler. Je rajouterai encore un merci à Karine Bienfait de Bruxelles, qui est la directrice de JAP et qui m'a présenté Vincent, avec qui vraiment on a fait un travail, et qui est donc un historien de l'art, comme vous avez pu le constater, passionnant. Nous allons le retrouver dans d'autres projets cette année, tout aussi passionnants, qui vont faire la suite de ce que nous avons déjà initié ce soir, que ce soit avec JAP ou avec Vincent et avec l'Institut culturel italien. Vous savez que cette année, c'est l'année de Dante. Et donc, Dante est au programme, mais nous avons d'autres choses encore à préparer. Dans l'immédiat, donc, avant de vous dire un grand merci et au revoir, je vous invite à nous retrouver le 25 avril à notre prochaine soirée BAF. Ce sera donc la nuit du musée. C'est en partenariat toujours avec l'Institut culturel italien que nous reviendrons sur le musée national de Beyrouth, symbole autrefois des divisions des Libanais. Il incarne aujourd'hui l'union, l'espoir, la confiance en un avenir meilleur. Et je vous invite donc à vous joindre à nous pour les questions et les nombreuses réponses autour de la culture, autour de cette forteresse qui est le musée national, et à travers les films, à travers les invités qui sont présents donc le 25 avril. D'ici là, passez un bon mois et passez une bonne fin de soirée. Une dernière question de la part de Lama qui demande à Vincent si on peut accéder à des podcasts. Est-ce que vous auriez des podcasts, Vincent? Alors, grâce à Karine, oui. Nous avons expérimenté ce genre d'objet et le Caravage est le premier. Donc, avec toutes les scories qui ne sont pas encore tout à fait lissées, mais on est en train de préparer. Karine? Voilà, nous travaillons avec Vincent depuis de nombreuses années et c'est pour nous, vraiment, nous sommes ravis d'aller à la rencontre de vous, le peuple libanais. Donc, avec Vincent, on espère pouvoir vous préparer des capsules, des conférences qu'on essaiera de vous transmettre via le BAF. Pour nous, c'est une première collaboration, mais je peux vous assurer qu'il y en aura d'autres et que nous sommes très, très fiers et très heureux de travailler avec vous. Merci, Karine. Je tiens à vous rappeler aussi une chose, c'est que il y a quelques années, nous nous sommes retrouvés, Karine, Michel et moi, à Milan pour voir l'exposition du Caravage. Donc, vous voyez, nous sommes de nouveau ici après avoir visité en exclusivité vraiment le dernier jour l'exposition du Caravage. Et aussi, Karine et Michel étaient parmi les premiers visiteurs et les premiers spectateurs du Beyrouth Art Film Festival en 2015, 2016, 2017.
jusqu'à ce que la situation se détériore et qu'elle les empêche de pouvoir venir au Liban. Cela dit, voilà, nous revoilà en ligne. En attendant en novembre une édition en présentiel, j'espère pour tout le monde. Et d'ici là, donc, encore merci et bonne soirée et à bientôt. Merci. Merci à tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci Vincent. Oui, Merci, Anne. César, et à bientôt. Merci beaucoup. Ici. Merci. Oui, Au allez. revoir. Magnifique. Merci. Merci, Bravo. bravo. Merci à vous tous. Merci. Au revoir.